L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Avec Gilles, donc, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan. Beaucoup de sujets ce matin, ArcelorMittal, la politique fiscale, puisque c'est le budget de la sécurité sociale, et donc les mesures qui ont été décidées, évidemment le traité européen. Je ne sais pas si vous avez lu le Parisien, parce que je sais que c'est un des sujets qui vous met légèrement en colère, en tout cas qui vous permet, d'appuyer vos convictions. Mais c'est vrai qu'après la manifestation d'hier et un traité qui va être voté au Parlement, on voit que les Français, à 64%, le voteraient si on soumettait ce traité à un référendum ce matin. Vous en pensez quoi? Eh bien, soumettons-le au référendum. Si ceux qui le défendent sont si sûrs d'eux et si sûrs de la vie du peuple... Là, c'est une enquête de presse, c'est pas une enquête commandée par le gouvernement. Eh ben voilà. Pourquoi en ont-ils si peur du peuple? En vérité, ils savent très bien que les Français ont compris l'arnaque de cette construction européenne, qu'ils n'en peuvent plus, et tous ces sondages sont destinés à faire croire... Ils sont faux. Mais c'est pas qu'ils sont faux. Vous savez, quand j'ai commencé la campagne, c'est pas 52-48. Oui, quand j'ai commencé, Guillaume Durand, la campagne pour le référendum de 2005 du non, vous savez quel était le rapport de force dans les sondages? 75 pour le oui, 25 pour le non. Quand Maastricht a commencé, c'était pareil. Donc je veux dire par là qu'il faut arrêter tout cela. La question centrale, c'est quoi? Est-ce qu'on peut, pas du tout. Est-ce qu'on peut construire l'Europe contre les peuples? C'est ça la question. Eh bien, consultons-les. Mais le peuple dit qu'il le voterait. Mais vous plaisantez. Consultez-les. Pourquoi, à votre avis, les dirigeants européens refusent-ils partout les référendums? Parce qu'ils voient le peuple dans la rue. Le peuple européen. Ils en ont fait en 92, ils ont fait une consultation en 2005. Eh bien, recommençons. On ne va pas consulter toutes les 10 minutes. Non. Pourquoi consulter toutes les 10 minutes les sujets essentiels, cher Guillaume Durand? C'est fondamental. Parce que ce serait une manière de nier les référendums ou les consultations. Non, mais là, je suis pas militant. Je suis. Non, pas du tout. C'est un sujet fondamental. C'est un sujet fondamental pour le peuple français, parce que le Parlement, les représentants du peuple, si je peux finir ma phrase, les représentants du peuple vont abandonner à des gens non élus à Bruxelles, la Commission, la Cour de justice, donc des gens non élus, le pouvoir budgétaire et le pouvoir fiscal. Ça veut dire derrière cela qu'il faut que les Français sachent qu'il y a, à terme, l'impôt européen qui s'imposera à eux. Il y a un système qui a échoué. Ce système qu'ont mis en place les dirigeants européens depuis 20 ans. Il échoue. Chômage de masse, protestation populaire, division entre les nations. Et les dirigeants français... Eh bien, imagine donner encore plus de pouvoir à des gens qui ont échoué. C'est quand même extravagant quand on y réfléchit. Si ces gens avaient réussi, on pourrait dire, bon, on abandonne du pouvoir national au profit d'une Europe qui réussit. Non, elle échoue lamentablement et on va donner notre pouvoir, le pouvoir du peuple, et on n'a pas le droit de faire ça sans consulter le peuple. J'ai une petite question à vous poser avant de donner la parole à Gilles concernant justement le Parlement européen à Strasbourg. Il y a de plus en plus de voix qui disent fermons, ça coûte 200 millions d'euros et par solidarité avec tout ce qui se passe en Europe, il n'y a qu'à tout ramener à Bruxelles. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure qui commence à être réclamée par un certain nombre de responsables, y compris par des gens qui sont parlementaires européens? Non, parce que c'est un des accords fondateurs de l'Europe et qu'on doit respecter cet accord et que c'est l'intérêt de la France. Mais vous savez, il y a toujours des gens pour, démolir l'intérêt de la France. Et malheureusement, c'est dans l'histoire de France, ça a été sous Charles VII avec les Anglais, sous Vichy avec les Allemands. Aujourd'hui, c'est la même chose avec les Européens, pas les Européens, la belle Europe. L'Europe de gens incompétents achetés à Bruxelles qui sont en train de plonger le pays dans la ruine. Quand on voit ce qui se passe en Espagne, quand on voit ce qui se passe en Grèce, quand on voit ce qui se passe à Florange, il y a peut-être un moment où il faut se dire l'Europe mérite mieux. On peut construire l'Europe autrement. Mais moi je permets tout. Gilles Leclerc. Alors aujourd'hui, soyons réalistes tout de même, il y a 25 pays sur 27 qui ont déjà ratifié ce traité. Il y a de fortes chances que ce soit ratifié en France, mais si jamais en effet la France ne ratifiait pas ce traité européen, qu'est-ce qui se passerait pour la France? Est-ce que là aussi, par hasard, il n'y aurait pas un énorme risque, notamment de la part des marchés à l'égard de la France, par exemple? Marchés, les fameux marchés. Évidemment, puisqu'on est couché devant les marchés, puisqu'on mène une politique absurde. D'ailleurs, je remarque que les marchés, qui sont pas idiots, sont de plus en plus sévères sur la politique contre-productive de fausse rigueur qu'on est en train de mettre en œuvre. Car la vraie rigueur, c'est quoi? C'est de réduire certaines dépenses et surtout d'inciter à la création de richesses. C'est par la création de richesses qu'on réduira les déficits et qu'on réduira la dette. Il y a un contresens majeur. On confond la cause et la conséquence. Donc pour vous, il fallait faire dans ce budget 2013 plus d'économies et moins d'imposition fiscale? Ce qu'il fallait faire dans ce budget 2013, c'est comprendre d'abord
qu'on ne freine pas sur une plaque de verglas. C'est quand un continent est en train de partir dans l'austérité, appuyer sur le frein en même temps, c'est exactement faire ce que fait l'Espagne. C'est-à-dire, on prétend faire des économies, on endort les Français en leur disant on augmente vos impôts, on réduit les dépenses, ça va faire des économies. 4 milliards ce matin ça va faire pour des économies et ça va réduire la dette. Non, ça va creuser les déficits et ça va creuser la dette. On peut les envisager quand même. Mais oui, mais pas n'importe comment. Le rôle d'un gouvernement, c'est de prévoir. On est en train de faire ce que Laval a fait dans les années 35, c'est-à-dire appuyer sur le frein, c'est ça qui a cassé complètement la France, qui a amené le Front populaire et le désastre de 40. Nicolas Dupont-Aignan, pardon de vous interrompre. Est-ce que vous êtes plus sévère aujourd'hui à l'égard de la politique économique menée par François Hollande qu'avec celle de Nicolas Sarkozy? C'est la même empire dans la mesure où il ne s'occupe même pas du soutien aux entreprises. Donc c'est une politique complètement absurde qui mènera la France avec à peu près entre 500 et 600 000 chômeurs de plus dans un an, des déficits creusés, c'est-à-dire la situation espagnole. Ce qu'il faut, c'est traiter la cause de la crise. Et la cause de la crise, c'est quoi? C'est l'effondrement des recettes qui sont liées, cet effondrement est lié aux délocalisations, 1 million d'emplois perdus, à la concurrence déloyale, à l'euro qui est trop cher et aux charges trop élevées. Tant que vous ne renforcerez pas la compétitivité des entreprises par des mesures protectionnistes, rapides, pour sauver l'industrie européenne, vous continuerez à voir le continent plongé dans le déclin. Donc et je vous dis une chose, ça va aboutir aux révoltes sociales et politiques. Dans la rue en Espagne en ce moment, et en Grèce. Ça viendra en France. Et après, on aura quoi pour pleurer? Mais vous n'allez pas me dire ce matin que vous le souhaitez quand même. Mais je ne le souhaite pas. Mais écoutez, il y a un moment... Vous êtes un homme politique responsable. Mais responsable, ça veut dire quoi? Justement, eux, ce sont des irresponsables. Eux, ils prennent des mauvaises mesures. Eux, ils sont en train de plonger notre pays dans la ruine. Quand on voit Florange, quand on voit PSA, mais les chefs d'entreprise, on accuse les chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise, ils font des calculs tout simples. Ils regardent 1 euro surévalué de 20% par rapport au dollar. Les Chinois qui sous-évaluent leur monnaie. Des esclaves, vous avez vu les révoltes dans les usines en Chine. Des esclaves. Et on est en concurrence. Mais il n'y aura plus une industrie en France. Mais pardonnez-moi, ce sont des incompétents. Mais sur la conception de la crise que vous avez, par exemple, allez essayer d'acheter un iPhone 5 dans un magasin SFR, vous allez faire 1h30 de queue. Donc ce sont surtout d'abord et avant tout les entreprises qui sont dans les secteurs qui ne sont plus porteurs actuellement. Et c'est pour ça. Mais c'est pas la politique du gouvernement. Attendez, écoutez. Allez acheter du Nespresso dans une boutique Nespresso, il y a 1 heure de queue. Ça marche. Le problème de la sidérurgie, c'est que ça marche plus. Attendez, c'est faux. Je vais vous dire. En tout cas, dans le contexte européen. Non, Arcelor. J'étais le seul. Ça marche. Excusez-moi, c'est faux. J'ai été le seul à l'époque, quand Arcelor a été bradé à Mittal, à mettre en garde. Quand on cède notre sidérurgie à une entreprise indienne qui défend ses intérêts, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne à ce moment-là? Les dirigeants allemands ont réuni les sidérurgistes allemands, l'industrie automobile, et ont mis en place un protectionnisme de fait. Je vous dis que c'est vrai, ça. Bon, pour une fois, c'est rare. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dirigeants français ne défendent pas l'intérêt des Français. Simplement dire, avant la parole à Gilles, c'est que là, on ne peut pas accuser tous les gouvernements de la responsabilité de l'échec d'un certain nombre d'entreprises qui sont... Je ne veux pas les accabler non plus. J'ai jamais dit ça. Mais il y a des secteurs qui marchent plus et les secteurs qui bien sont... évidemment. Voilà. Mais n'oubliez pas non plus beaucoup d'entreprises françaises qui marchent bien, qui exportent, qui se débrouillent. Pour autant, si vous mettez des boulets... Si vous mettez des boulets au pied des entreprises, avec l'euro trop cher, la concurrence déloyale et des charges trop élevées, comment voulez-vous que notre pays ait de l'emploi? Et la cause des déficits n'est pas liée à l'excès de dépenses, il y en a bien sûr, mais on peut y arriver à les réduire. En revanche, la cause des déficits est liée à l'effondrement industriel français. Donc il faut traiter l'effondrement industriel français avant. Nicolas Dupont-Aignan, je vous écoute bien depuis 10 minutes. J'ai un peu l'impression que sur le diagnostic, je parle bien du diagnostic, au fond, il n'y a pas beaucoup de différence, par exemple, avec le discours d'une Marine Le Pen. Est-ce que ça signifierait que vous auriez des choses à vous dire? Mais c'est non, mais je parle sur le diagnostic économique, je ne parle pas des autres sujets. Il y a une communauté de vues sur le plan économique entre beaucoup de ce que j'appelle de patriotes qui viennent soit de la gauche républicaine, je pense à Chevènement, même souvent à Mélenchon, soit de Marine Le Pen. Mais c'est tellement une évidence. Mais en revanche, je maintiens que Madame Le Pen n'a pas le monopole d'un bon sens économique évident. Mais vous auriez des choses à lui dire, vous pourriez la rencontrer. Je l'ai déjà dit, j'ai déjà dit que compte tenu de la gravité de la crise et des troubles politiques et sociaux qui vont venir en France dans les 2-3 ans qui viennent, il est évident que l'ensemble des patriotes, mais j'insiste de gauche comme de droite, devraient dialoguer, j'emploie le conditionnel,
pour bâtir un programme de salut public, comme du temps de la Résistance. Vous ne voyez pas Marine Le Pen, de salut vous, Jean-Pierre Chevènement, autour d'une même table. Mais pourquoi? Et un programme de salut public. Mais j'ai dit que le Front National, pour cela, devait un jour comprendre, que ce n'est pas en divisant les Français en tranches, en fonction de savoir s'ils sont plus récents que d'autres, et en continuant cet esprit, je dirais, de division, qu'ils arriveront à participer à une reconstruction politique. Et j'ai mis en responsabilité Madame Le Pen en lui disant abandonnez ces outrances et ces excès qu'on a vus récemment sur la kippa et le voile pour vous concentrer sur les affaires essentielles. Et dans ces conditions-là, un accord électoral pour les municipales. On n'en est pas là, puisque je vois... Non, pas pour municipales. Pour les européennes? Pas. Pour l'instant, Madame Le Pen continue dans ses outrances. Mais moi, je vous réponds ce que je réponds. Mais si jamais, justement, elle vous écoutait ce matin, est-ce que vous pourriez, dans ces cas-là, envisager un accord avec... Mais moi, je parle aux électeurs... pour les européennes. Non. Pour l'instant, il n'y a aucune possibilité, puisque le Front National ne change pas. Et je trouve ça dommage. Et je m'adresse aux électeurs. Et je dis aux patriotes qui ont voté Marine Le Pen, comme à ceux qui ont voté Mélenchon, qui est aussi très sectaire dans un autre sens. Je dis, c'est quand même dommage que tous ces millions d'électeurs soient dans des corners politiques. Et moi, je veux fonder un patriotisme républicain de rassemblement. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que les Français n'en peuvent plus du MP et du PS, ils voient bien l'échec absolu de ces politiques. Ils savent bien qu'il faut reprendre en main notre destin, qu'il faut rompre les traités européens qui sont en train de nous plonger dans la ruine et qu'on peut reconstruire le pays. Et ce qui m'intéresse, moi, Guillaume Durand, pendant les 5 ans qui viennent, parce que les élections essentielles, c'est dans 5 ans, c'est de faire prendre conscience à nos concitoyens qu'il y a une autre voie possible, que notre pays n'est pas du tout condamné. Quand vous voyez l'affaire des frontières de ce qui se passe sur les Roms, si on continue comme ça, il y aura 2 millions de Roms en France. Moi, je veux qu'on rétablisse les frontières. Je veux qu'on aide nos entreprises. Je veux qu'on baisse les charges sur celles qui investissent en France. Mais ça, on l'a déjà dit. Eh bien, mais c'est fondamental. Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui à l'UMP, la compétition entre François Fillon et Jean-François Copé, vous intéresse? Est-ce qu'elle vous concerne? Elle m'intéresse bien sûr, parce que ce sont souvent des amis qui sont là-bas. J'ai quitté ce parti pour un désaccord de fond, vous le savez. Mais je remarque qu'il y a beaucoup d'UMP qui commencent à venir nous voir à Debout la République et nous dire « En fait, tu avais raison, pourquoi on n'a pas écouté ?» Et le message que je porte depuis des années, vous reconnaîtrez qu'il est constant. Vous faites une différence entre les deux? C'est vrai que vous venez de le projeter vers 2017, donc il est constant. Il y a des différences d'attitude vis-à-vis des compréhensions de phénomènes. Par exemple, Jean-François Copé comprend beaucoup mieux ce qui se passe sur les territoires, la tension qu'il y a dans nos banlieues, etc. Pour autant, ils défendent la même politique. Et tant qu'ils seront prisonniers de Bruxelles, ils ne pourront pas agir. Car moi, je ne suis pas contre l'Europe. J'aimerais une autre Europe des projets. Ce que je constate tout bêtement, tout simplement, c'est du bon sens. C'est que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui interdit au gouvernement français d'agir et d'avoir des résultats. Est-ce que ce matin, vous seriez solidaire d'Arnaud Montebourg s'il trouvait des repreneurs pour les 2 hauts fourneaux? Bien sûr, mais pour autant, vous savez, vous pouvez chercher tous les repreneurs de la terre. À partir du moment où il n'y a pas de barrière douanière, il n'y a pas de barrière douanière sur l'acier, il sera toujours plus cher de produire en France qu'en Inde, avec des salaires à 100 €. À partir du moment où vous avez confié l'acier français à une entreprise indienne, il ne faut pas lui demander d'investir en France. Donc il faudrait peut-être qu'un jour les dirigeants français comprennent qu'à tout moment, ils doivent défendre l'intérêt national. C'est ce que fait Mme Merkel en Allemagne. Vous savez, avant d'aller à un sommet européen, Mme Merkel ne dit pas, comme nos dirigeants français, je vais défendre l'intérêt européen. Elle va devant le Bundestag et elle dit, voilà comment je vais défendre l'intérêt de l'Allemagne. Et c'est par les intérêts des différentes nations et des projets communs qu'on arrivera à construire une Europe de la paix et du progrès, où les peuples se sentent bien. Moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des peuples misérables en Europe. Alors, dernière question, Gilles. Mais ça fait très longtemps, depuis beaucoup d'années que vous tenez ce discours, qui d'ailleurs est cohérent. Mais quand vous vous présentez à des élections, on l'a vu aux élections présidentielles, ça ne marche pas. C'est pas Mélenchon, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas le Parti Socialiste, c'est pas l'UMP. C'est bien normal, parce que si vous étiez un peu plus indulgent, vous remarqueriez que j'ai créé ce parti en 2009, que c'était notre première échéance, et que faire 2% quasiment comme les Verts, alors qu'il y avait un vote utile terrible, qu'il y avait la moitié des Français qui ne me connaissaient pas, moi, je pense que ce n'est pas si déshonorant. Et je pense justement, regardez ce qui se passe en Grèce avec Syriza. Dans la période de crise que nous allons connaître, il y a besoin d'une autre politique. Et il n'y a pas besoin d'une autre politique outrancière, d'extrême. Et si vous voulez, moi, ce que je constate, c'est que le Front National et le Front de Gauche, en fait, servent l'UMP et le PS. Parce que comme ils sont excessifs, les Français se disent, on peut protester avec eux, mais on ne peut pas construire avec eux. Et moi, je veux qu'on construise une politique alternative. Et ce patriotisme républicain, ce patriotisme de rassemblement, je suis certain a dit qu'il pourrait récupérer à l'intérieur de l'UMP, au fond, des sensibilités. Pourquoi si c'est Jean-François Copé, puisque visiblement il vous plaît plus que François Fillon, pourquoi ne pas réintégrer l'UMP avec une sensibilité qui serait la vôtre? Mais
D'abord parce que je ne suis pas un poulet qu'on élève en batterie. Et je veux dire par là que moi... que les poulets viennent faire ici. Si, écoutez-moi, être dans une sensibilité... exprimer votre sensibilité dans une famille qui est plus... Pour être un alibi d'une politique néfaste, je ne le ferai pas. En revanche... Ils sont dans l'opposition. Mais c'est pas la question. Moi, je vous dis, je suis dans l'opposition. J'ai pas besoin d'aller à l'UMP pour m'opposer. Ce qui m'intéresse, c'est de construire. Et je dis à l'UMP, si vous voulez construire pour l'avenir, il faut changer de politique européenne pour retrouver une marge de manœuvre. Donc si Jean-François Copé change de politique européenne, on verra. Malheureusement, c'est pas le cas. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Gilles, évidemment, à demain.